Les résultats des élections législatives ont plongé notre pays dans une grave crise politique. Aucune majorité à l'Assemblée nationale, des alliances fragiles et critiquées, et bien évidemment la France condamnée à un quasi certain immobilisme. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, le Nasdaq et le S&P 500 battent de nouveaux records. Mais Jérôme Powell, le président de la Banque centrale américaine, lui, semble un petit peu plus inquiet ces derniers jours devant un ralentissement probable de l'économie américaine et surtout une hausse du chômage. Il change de ton et se dit désormais prêt à pivoter, tout comme l'a fait Madame Lagarde il y a de ça quelques semaines. Alors attention, l'histoire nous l'a appris. Les baisses des marchés ont souvent lieu, toujours lieu, après le pivot des banques centrales. Alors est-ce que cette fois-ci sera différente ou est-ce que le pire est bel et bien devant nous? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine Le pire devant nous. Comme d'habitude, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur les différents réseaux sociaux que sont bien sûr Twitter, Instagram et TikTok, Tino-Bourse, le groupe Facebook du podcast de la bourse, ainsi que la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez tout simplement activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez tout sur le site de pepitortrade.com, mes partenaires Trade Republic, avec un petit cadeau de bienvenue avec le code qui s'affiche sur votre écran, l'expertise fondamentale avec mes amis d'Ibou, la gestion privée avec Urutia et bien évidemment le logiciel que vous voyez au travers de toutes ces vidéos qui est le logiciel de ProReal Time. Donc on attaque avec le programme de cette semaine. Bien évidemment, il y aura comme d'habitude la petite intro écho et la question de la semaine. Le pire est devant nous avec potentiellement un certain nombre d'actions, le CAC Small, et puis on parlera des actions avec Renault, L'Oréal, Sanofi, LVMH, il y a des suivis, il y a des nouveaux, Dassault Systèmes, Essilor, Adocia, Equasens, Veralia, NFL, Dassault Aviation, AXA, Morel, Elior, SMCP, Safran, Interparfum, GTT, Alstom, Ruby, Vallourec, Bamgroup, Kering, Technip, avant de partir aux États-Unis et de parler de PayPal, Celsius, Deere, petit coucou à mon ami Laurent, Alibaba, Eli Lilly et bien évidemment le titre à suivre. Comme d'habitude, je tiens à vous remercier 1000 fois pour vos nombreux commentaires. La semaine dernière, on a fait encore une superbe vidéo qui a été relayée, partagée sur les différents réseaux. Merci pour ça. Évidemment, il y a beaucoup de choses que je vous l'ai dit qui vont être annoncées, qui vont arriver pour les mois prochains. Je pense que ça va vous faire énormément plaisir. J'y reviendrai bien évidemment un petit peu plus tard parce que là, on a un programme qui est pour le moins très chargé et donc je vais, hop, me voici, me voilà, activer ma caméra. Alors, je vais pas battre le record de vitesse dans cette vidéo parce que c'est une semaine chargée, hein, on va pas se mentir. Semaine évidemment très chargée. On a eu, bon, en France, les élections évidemment législatives. On va y venir parce que il faut conclure, entre guillemets, sur ces élections législatives. Il faut en tirer des conclusions et surtout voir un petit peu qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Évidemment, ça c'est pour le côté France. Et puis, on se projettera, évidemment, puisque on est, évidemment, on vit dans un monde
monde qui est mondialisé, on est obligé de s'intéresser à ce qui se passe à l'étranger, et notamment aux États-Unis, où l'actualité aussi cette semaine a été extrêmement chaude. Donc on va bien évidemment devoir passer un petit peu de temps pour, toujours pareil, non pas donner des avis politiques, mais comprendre les enjeux politiques, les enjeux économiques qui auront très certainement, qui ont des répercussions sur la bourse et donc sur notre épargne, sur nos investissements, etc. etc. Donc on attaque. Premier élément, bien évidemment, hop, ça va passer à la slide suivante, voilà. Premier élément, bien évidemment, ce sont les résultats des élections législatives. Alors, on s'est orienté vers le scénario le plus probable, c'était évidemment pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, on a finalement trois grands blocs qui essayent d'ailleurs de batailler le pouvoir. Alors c'est marrant parce que les trois blocs annoncent qu'ils ont gagné, et donc les trois blocs veulent, ou du moins essayent de récupérer finalement du pouvoir. Et finalement, voilà, c'est toujours la même chose. Je vais essayer de tirer des éléments un peu factuels et essayer toujours de dire la vérité, parce que la question que évidemment tout le monde se pose, alors selon les mots des uns et des autres, c'est qui a gagné finalement ces élections législatives. Pour répondre à cette question, à mon sens, il faut d'abord regarder quelle était la composition de l'Assemblée nationale il y a 2 ans et quelle est la composition de l'Assemblée nationale aujourd'hui, pour voir quels sont les partis qui ont gagné des députés et les partis qui en ont perdu. Et lorsque on regarde un petit peu la différence entre la composition de l'Assemblée nationale il y a 2 ans et après ces élections législatives, ce que je dis c'est factuel, c'est pas un avis, eh bien on a effectivement la gauche, notamment la NUPES qui a gagné 40 députés, donc eux, véritablement, je suis désolé, mais ils sont aujourd'hui mieux placés que ce qu'ils étaient, et le Rassemblement national qui a gagné également 54 députés, donc eux également, pour moi, font partie des gagnants de ces élections législatives. Les grands perdants, et là c'est là où je suis toujours très surpris des gens qui essayent d'expliquer que Emmanuel Macron, notre président de la République, a finalement gagné ces élections. Je ne vois absolument pas en quoi il a gagné, puisque il a perdu quand même 78 députés, c'est pas rien, et il se retrouve bien sûr devant un pays qui est ingouvernable, et bien évidemment le premier responsable de ça, du moins celui qui est visé et donné comme le principal responsable de cet immobilisme, de cette pagaille politique, de cette crise politique, c'est lui. Donc évidemment, il a perdu dans le lot des ministres qui veulent plus travailler avec lui, il a moins de députés, il a de toute façon une force politique qui s'est largement affaiblie. Donc pour moi, finalement, je ne sais pas s'il y a eu réellement de grands gagnants, même si, comme on le voit, il y en a eu, mais ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a en tout cas un grand perdant, et le grand perdant, à mon sens, c'est le président de la République. Alors on me dit oui, mais il a mis la pagaille, entre guillemets, dans d'autres partis politiques. Oui, mais avant tout, il a mis la pagaille dans le sien. Et donc, pour moi, aujourd'hui, il a perdu quand même énormément de légitimité, et je n'exclus pas du tout encore la possibilité que ce soit terminé et la possibilité qu'il soit un peu poussé à démissionner. J'en ai déjà parlé, c'est évidemment peu probable, j'ai pas dit que c'est ce qui allait arriver, mais pour moi, c'est pas du tout un scénario encore à écarter. Et évidemment, les Républicains, qui est plutôt à droite également, qui ont également perdu quelques députés. Donc, on va avoir évidemment, alors on a un CAC 40 si vous voulez qui évolue là-dedans aussi, qui sait qu'on va avoir un immobilisme certain pendant quelques semaines, parce que le président de la République, qu'est-ce qu'il essaie de faire en ce moment, d'où la colère de certains partis, ce qui peut se comprendre aussi, c'est qu'il essaie de gagner du temps en essayant de dire aux différents partis politiques autres que la droite et la gauche, donc en fait il essaye finalement de créer un centre un peu plus élargi qui finalement obtiendrait une majorité. Et donc, évidemment, il y a certains partis, comme le Nouveau Front Populaire, qui voient ça comme, effectivement, quelque part, une trahison, un déni de démocratie. Pour moi, c'en est pas un, mais on peut comprendre en tout cas le raisonnement et la déception, parce que, ben voilà, finalement, essayer de gagner du temps pour essayer de faire des combines, forcément, ça va pas plaire. Tout ça
pour dire, et c'est là où je veux en venir, c'est que je crois sincèrement qu'on n'est qu'au début de la pagaille politique. Je me demande même si on n'est pas au début de la Sixième République, pour être honnête avec vous, parce que j'ai l'impression que la Cinquième République arrive à bout de souffle et qu'il va falloir changer un certain nombre de choses. Donc est-ce que finalement on n'est pas en train de construire une Sixième République aujourd'hui? J'en sais rien. En tout cas, toujours est-il que eh bien, et c'est là où j'en viens à la répercussion sur les marchés, hein, évidemment. Toute la discussion est faite pour ensuite arriver à une conclusion par rapport au marché, notamment au marché français. C'est que je le crains. On risque d'avoir une crise politique type gilet jaune, etc. à la rentrée qui va être très certainement très violente, à moins de trouver une solution miracle. Mais je ne crois pas sincèrement que le président de la République va arriver à la trouver. Je crains très fortement quand je vois la violence, notamment sur les réseaux sociaux, etc. J'en ai été victime d'ailleurs cette semaine, mais qu'importe, quand je vois la violence des propos, la haine qui monte dans ce pays, je me dis que très certainement, on va devant une crise sociale majeure, et cette crise sociale majeure pourra avoir certainement aussi des répercussions sur l'économie française qui va déjà forcément pas bien. La preuve d'ailleurs avec ce graphique qui est le graphique des évolutions des défaillances en France. Donc on voit que depuis le premier semestre 2021, donc ça fait évidemment 3 ans que les petites, notamment entreprises, sont en grande difficulté et je pense que ça va continuer. Alors évidemment, il y a eu beaucoup, et je vais faire juste une aparté sur la gestion de patrimoine parce qu'il y a énormément de questions qui me sont revenues cette semaine sur comment protéger son épargne, etc. etc. On le sait, il y a des exemples notamment à Chypre, etc. où il y a eu des saisies sur l'épargne de la population, etc. Et bien évidemment, tout le monde s'inquiète. Et cette semaine, j'ai reçu beaucoup de messages dans ce sens. Est-ce qu'il y a des moyens quelque part de protéger son épargne? Il y en a, et notamment j'ai fait un tweet, je vous mettrai le lien, j'ai fait un tweet sur les contrats d'assurance vie luxembourgeois, qui sont des contrats, je vous laisserai aller lire l'article, qui sont des contrats qui peuvent permettre également de protéger votre épargne. Donc renseignez-vous également sur ça, ça peut être un moyen pour celles et ceux qui ont des contrats d'assurance vie un peu importants. Il y a la possibilité de protéger son épargne avec ce genre de contrat-là. Voilà. Bon, ça, c'est pour le contexte, évidemment, franco-français. Et donc, on voit que on a un 440 qui, en attendant d'avoir un petit peu plus d'informations, pour le moment, joue des rebonds, et on le verra techniquement, et grosso modo dans un range, et essaye de trouver du souffle. Pour le moment, c'est les traders qui agissent, avant que ce soit finalement l'économie, la macroéconomie et la politique qui reprennent éventuellement le dessus. Aux États-Unis, on est arrivé sur des niveaux de value par rapport aux valeurs de croissance qui sont sur des niveaux historiquement bas, des niveaux de 2001. En 2001, on disait que l'économie américaine faisait de nouveaux records, c'est exactement ce qu'on dit aujourd'hui, alors que quand on regarde véritablement les statistiques économiques, moi j'ai l'impression quand même que le ralentissement décrit un petit peu par M. Powell est bien là. Et alors attention qu'on n'ait pas un petit peu des retournements. D'ailleurs, on l'a vu également cette semaine, on va y revenir, lorsqu'il y a eu les annonces d'inflation, on a vu qu'il y avait une rotation, notamment des grosses capitalisations, des grosses valeurs de croissance vers notamment les petites capitalisations américaines. Je vais y revenir là-dessus. Évidemment, on le sait, on est aussi sur des niveaux depuis 1965 où les 5 plus grosses entreprises du S&P 500 sont sur des niveaux de pondération record. Donc on a cette espèce d'effet bulle. Là aussi, très certainement que à un moment donné ou à un autre, il va y avoir un retour de bâton sur ces larges capitalisations américaines. Donc cette semaine, notamment jeudi, on a eu bien évidemment il n'y a pas de surprise sur ce qu'on vous dit. Vous avez vu tout le scénario économique qu'on se décrit ensemble et qu'on imagine ensemble depuis des semaines, voire des mois, se réalise à la perfection. On avait dit que l'inflation, très certainement, ne repartirait pas à la hausse, contrairement à de nombreux économistes et jeunes économistes qui le disaient, c'est faux. L'inflation est en train de baisser, et ce qui pourrait donc finalement être une bonne nouvelle,
va peut-être être une mauvaise, car bien évidemment, c'est ce que Monsieur Powell décrit, c'est que aussi la baisse de l'inflation, c'est aussi quelque part, pour moi aussi, la démonstration qu'il y a un ralentissement économique. Et c'est ce que Monsieur Powell nous a dit cette semaine, très justement. Et d'ailleurs, il change de braquet, c'est-à-dire que il était très focus sur l'inflation pendant des mois et des mois, il ne parlait quasiment que de ça, et aujourd'hui, il nous explique que ce qu'on se dit depuis un petit moment sur la chaîne, c'est que pivoter trop tard ou de manière trop faible pourrait affaiblir l'activité économique et l'emploi, là où certains nous disaient que les banques centrales ne regardaient absolument pas le chômage, etc. M. Powell nous dit tout le contraire. Et c'est évident, et je dirais même que c'est tout à fait logique et normal. Évidemment, donc voilà, il nous dit, nous avons également un mandat sur l'emploi et il le dit, nous ne sommes pas seulement une banque centrale qui cible l'inflation. Hein. Toutes les banques centrales, évidemment, regardent bien autre chose que l'inflation, au même titre que, bien sûr, le fait Madame Lagarde pour la Banque centrale européenne. Voilà, donc on évolue, si vous voulez, dans ce contexte un peu général, et là où je voulais revenir un petit peu sur le... Parce qu'il y a eu beaucoup de surprises, notamment sur la séance de jeudi. Après les annonces de l'inflation, on a eu une grande chute du Nasdaq, qui a perdu 2%, et en parallèle, le Russell 2000, les petites capitalisations américaines, qui, elles, ont fortement rebondi. Il y a des valeurs comme Tesla, Nvidia, etc., qui ont perdu 3, 4, 5, 6, 7, 8% en séance. Et tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe alors que l'inflation baisse, alors que M. Powell nous explique qu'il allait pivoter à la rentrée, comment se fait-il que ces valeurs-là baissent? Si vous regardez la chaîne, vous avez l'explication, vous la connaissez déjà, c'est tout simplement parce que le marché est tout simplement en train de pricer le fait que ces grandes capitalisations qui étaient certes avec des niveaux de croissance absolument exceptionnelissimes, même si elles étaient très chères, eh bien, vont se retrouver très certainement dans les mois à venir avec des taux de croissance un petit peu moins élevés. Et donc, le marché se dit, des taux de croissance un petit peu moins élevés avec des valorisations très fortes et de l'épargne, vous le savez, un taux d'épargne qui a fortement ralenti puisqu'on est revenu sur les taux d'épargne d'avant Covid, le marché se dit finalement des valeurs qu'on avait certes survalorisées mais c'était justifié parce qu'il y avait des taux de croissance absolument délirants, eh bien aujourd'hui elles vont peut-être se retrouver avec des taux de croissance encore très puissants, très forts, mais beaucoup moins exponentiels que ce qu'on a pu connaître. Et donc le marché va à un moment donné certainement régulariser ça, et vous allez avoir certainement sur ces grandes valeurs, sur ces grandes capitalisations, pendant des semaines, voire des mois, beaucoup de zigzags, et finalement des constructions de figures un petit peu plus moyen-long terme. Et donc pendant ce temps-là, qu'est-ce que le marché fait? Le marché se dit ok, finalement donc ces grandes capitalisations qui ont eu énormément de croissance, qu'on a très très bien valorisées, on va les laisser un petit peu finalement de côté et on va s'intéresser aux valeurs finalement qu'on ne regardait plus et qui elles sont finalement décotées, qui ont souffert elles beaucoup plus que les grandes capitalisations de la hausse des taux, mais qui aujourd'hui grâce à la baisse des taux vont pouvoir respirer et en plus ayant des valorisations relativement faibles ont un potentiel de croissance qui est et de gain et de performance un petit peu plus supérieur. Voilà un petit peu pourquoi, selon moi, le marché va petit à petit faire de la rotation. Donc je pense que, voilà, grosso modo, le gros de la performance des indices, des gros indices américains est fait. Il va falloir désormais, je pense que c'est vraiment l'enjeu pour moi, et c'est là où on va voir la différence entre un bon et un mauvais investisseur de long terme, c'est que je pense que aujourd'hui, la différence va se faire sur évidemment le stock picking, c'est la capacité à trouver des valeurs qui sont un peu restées sur le côté et qui vont revenir sur le devant de la scène, et pourquoi pas un retour des mid and small américaines, je l'espère européennes également, dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Voilà un petit peu pour l'analyse éco qui était certes un peu longue, mais vous avez vu, l'actualité évidemment était énorme, mais c'était important, je suis persuadé, de vous faire un petit topo, une petite synthèse de tout ça pour bien comprendre dans quel environnement on évolue actuellement. Alors, la question de la semaine, je ne sais plus sur quel réseau social, c'était peut-être Instagram ou YouTube, peu importe.
Donc de Rémi, que je remercie. Donc bonjour Tino, une belle vidéo pédagogique calme. Alors calme, je suis pas toujours calme, moi j'essaie de me retenir. Et instructive. Deux questions. Y a-t-il une règle sur le pourcentage de son capital, très intéressant, à investir pour entrer sur une première et une deuxième zone? Évidemment, il a utilisé le mot investir, hein. Ça s'adresse aux investisseurs notamment de long terme, et aussi l'investisseur de moyen terme. Moi, peut-il vraiment se permettre de ne pas être à quelques euros près dans ces zones où chaque euro compte? Alors, je commence par la fin. Est-ce que pour l'investisseur de long terme, chaque euro compte? Oui et non, évidemment. Hein, lorsqu'on vise des zones, on n'est pas à l'euro près ou à quelques pourcents près. En revanche, là où c'est très intéressant, c'est sur les règles de pourcentage de capital et également sur les zones à investir. Alors, évidemment, il n'y a pas de règles. Hein, c'est moi ce que je constate et surtout les erreurs que je constate à droite et à gauche, et j'en tire un certain nombre de conseils, entre guillemets, de recommandations pour un investisseur long terme. Alors, lorsque vous partez sur un graphique sur lequel vous voulez investir, souvent, et que vous voulez rentrer en plusieurs fois, l'erreur que je constate beaucoup, c'est que généralement, bon, lorsqu'il y a une chute, évidemment, l'investisseur rentre sa première position, admettons 50% de sa position. L'erreur que je constate très fréquemment, c'est que dès qu'il y a une baisse supplémentaire, dès la première baisse supplémentaire, il y a trop rapidement, un achat supplémentaire. Et donc, effectivement, si vous voulez, on revient trop vite sur la valeur. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous achetez par exemple à 100 euros et à 90 euros, vous avez un écart entre la première position, la première prise de position et la deuxième prise de position qui est de 10%. Ce qui fait que lorsque vous investissez votre deuxième position, vous faites réduire votre prix de 5%. Si vous achetez 50% de votre position à 100 euros et 50% à 90 euros. Lorsque vous investissez la deuxième position à 90, vous faites baisser votre prix uniquement de 5%. Donc, c'est pas beaucoup. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que quoi que vous fassiez, j'estime, si on part sur deux positions, hein, on peut évidemment en faire d'autres, mais si on part sur deux positions, il faut penser toujours à laisser quand même un écart assez important entre les deux prises de position. Si par exemple vous prenez une première position à 100 euros et une deuxième à 60, ça fait un écart de 40%, ce qui veut dire que bien évidemment la baisse de votre prix d'achat moyen, hein, le prix de revient unitaire, sera baissé de 20%. Et là, ça a vraiment de l'impact bien évidemment sur votre investissement. J'ajoute que bien évidemment la performance aussi pour revenir sur les plus hauts sera bien meilleure. Donc attention toujours de bien espacer, de bien laisser des écarts de baisse assez importants entre vos investissements. Voilà, grosso modo, pour les prises de position. Quelques règles que j'ai ajoutées comme ça, un petit peu rapidement. J'estime que, voilà, essayez de ne pas dépasser 10% du capital par position, par titre investi, voilà, parce qu'on peut se tromper, et si on se retrouve à un moment donné avec des pondérations assez énormes dans un portefeuille et que ça se met à baisser fortement, on peut se retrouver en difficulté. Alors, on me sort toujours, bien évidemment, l'exemple de l'immense Warren Buffett qui avait plus de 50% de Apple dans son portefeuille. Ok, très bien, mais Warren Buffett, c'est Warren Buffett, d'accord? Pour un exemple gagnant, je peux vous en sortir des centaines, voire des milliers de comptes qui ont été cramés parce que les pondérations ont été mal faites. Donc, Warren Buffett, très bien, mais malgré tout, j'estime qu'il faut rester modeste et que n'est pas Warren Buffett qui veut, d'accord? Évitez de doubler, tripler les secteurs. Donc là aussi, faites très attention dans la pondération parce que certes, si vous prenez que 10% par taille de position, mais que vous avez 10% de Nvidia, 10% de ASML Holding, 10% de ASML International, 10% de Soitec et 10% de ST Microélectronique, votre portefeuille, il n'est pas diversifié, d'accord? Vous avez que du semi-conducteur. Et donc, forcément, dès que le secteur semi-conducteur va se mettre à baisser, bah, vous n'allez pas avoir, si vous voulez, de balancier en face pour équilibrer votre portefeuille. Donc, attention là aussi au niveau des secteurs, potentiellement aussi attention aux zones géographiques, etc.
Allez, ça c'est très important pour moi, c'est peut-être le plus important lorsque vous investissez à long terme. Allez sur des tendances haussières de long terme. Il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste en analyse technique pour mettre un graphique mensuel et regarder si le prix va vers le haut ou vers le bas. Très facile. Et allez sur des tendances haussières de long terme au maximum. Et puis, bien évidemment, mettez des alertes. Préparez votre travail, préparez vos investissements. Si vous voulez investir dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, c'est aujourd'hui qu'il faut vous préparer. C'est aujourd'hui qu'il faut construire vos listes. C'est aujourd'hui qu'il faut construire vos zones de valeur, sur des valeurs d'ailleurs, qui doivent être des valeurs que vous connaissez. Ne lisez pas les trades, ne lisez pas les articles à droite à gauche sur Twitter et autres. Du moins, lisez-les, mais allez au-delà. Pareil pour mes vidéos, lorsque je vous dis ça c'est une belle valeur pour moi, ne me faites pas confiance, allez voir, il y a suffisamment aujourd'hui de sites gratuits ou payants de qualité que vous pouvez confronter pour vous donner un avis tout à fait réaliste. Donc choisissez vos valeurs et choisissez les valeurs que vous connaissez parce que déjà vous serez bien plus à l'aise et vous serez bien plus confiant dans vos choix et dans vos décisions. Voilà, petite introduction qui certes a été longue, bien sûr, choisissez des opportunités fortes, encore une fois, essayez d'éviter d'acheter les prix les plus chers. Voilà, un petit peu ce qu'on voulait dire. Maintenant, eh bien, je vais passer à l'analyse technique et je vais accélérer. On a pris beaucoup de temps sur cette première partie, mais pour moi, c'était essentiel. Sur les graphiques, désormais, on va rapidement parler du CAC 40. Pour moi, le CAC 40, pour le moment, on a eu la chute, on a le pullback. Et je veux dire, entre 7750 et on va le voir finalement en graphique journalier, on est là-dedans. Donc, on est dans un range entre, bien évidemment, donc 7450, on va dire, hein, grosso modo, 7450 et 7750, voilà, grosso modo, un petit peu le range dans lequel nous sommes. Donc on va guetter hein, bien évidemment la sortie. Si on repasse pour moi au-dessus des 7008, c'est positif et on va rechercher les nouveaux plus hauts historiques. Et à contrario, si là-dedans pour la 3e, 4e, 5e fois c'est vendu, on retournera sur le bas du range. Si le bas du range lâche, on retournera pour moi aux alentours des 7000, 7002, 7150. C'est une zone qui est extrêmement importante. Pour le moment, un partout balle au centre. Le small, lui, il a fait son rebond. Donc on est vraiment dans le scénario que je vous ai expliqué la semaine dernière. C'est qu'à partir de là, on avait le rebond. On a évidemment la première résistance qui a été touchée et on a la construction de figures. Donc véritablement, là, on a le phénomène que je vous décris. C'est là aussi une figure. Figure de construction qui, si elle pète par le haut, on retrouvera très certainement les 12000, 12005. On pète par le bas. Retour sur les 10007 et là, gros danger pour les small cap. Voilà un petit peu mes différentes analyses et on passe bien évidemment aux actions. Renault, donc Renault, évidemment là aussi parfait, l'analyse, on le voit ces dernières semaines, l'analyse technique est d'une efficacité redoutable. Renault, vous aviez cet oblique ici en rouge, regardez un petit peu la mèche au point près, et donc on s'était dit quoi? On s'était dit à partir du moment où on casse l'oblique ici en bleu, que je vais d'ailleurs mettre ici en rouge, eh bien on casse l'oblique et on construit la figure. C'est très exactement ce que Renault est en train de faire, donc on va patienter, là aussi on va voir si Renault est dans la capacité de bien construire, de réduire la volatilité, de réduire éventuellement les volumes, c'est très exactement ce qui est en train de se passer. Et si derrière on a un break haussier, on a de la relance. Cette figure, elle tient pas, elle casse par le bas, on revient sur les 46 €, danger, et, enfin danger court terme. Et là, ce sera plutôt aux investisseurs d'intervenir sur la zone des 41, voire même 40, pour investir plutôt sur de long terme. Donc là, pour moi, c'est un marché plutôt de trader sur Renault. À suivre de très près. L'Oréal, pour moi, L'Oréal, voilà, on est sur du zigzag, donc on en avait parlé, hein, qu'à sur du top historique derrière, on a de la chute. Donc on est véritablement sur les scénarios qu'on avait indiqués, et donc on va voir véritablement si la zone là, voilà, c'est là où je suis moi un petit peu, si vous voulez,
je trouve que c'est un petit peu quand même faible à ce stade. C'est plus des pullbacks sur beaucoup de valeurs, vous voyez. Là, voilà, on est plus en train de faire un pullback et on verra si éventuellement derrière on a un nouvel élan, on a une nouvelle vague de vente. Et à ce moment-là, première zone investisseur, c'est celle qu'on avait indiquée depuis un petit moment. Elle est là, grosso modo, entre les 370 et les 384. La deuxième zone investisseur, elle se retrouvera certainement un petit peu plus bas, c'est-à-dire la zone, on va dire, la zone, on va dire, des 300 euros à peu près, d'accord? Donc, première zone, 375, deuxième zone, 300 euros, ça vous ferait un prix moyen aux alentours des 340, 345, pour vous voyez éventuellement quelque chose d'un peu plus sympa à moyen long terme. Ok? Sanofi, qui a suivi parfaitement le scénario qu'on avait expliqué, je sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, voilà. Vous le savez, moi j'essaie de très peu toucher mes graphiques, sauf quand je traite dessus. Là en l'occurrence, je ne l'ai pas tradé Sanofi, donc regardez ce qu'on avait dessiné. Hein. Parfait, donc on avait dit cassure de l'oblique, appui, construction là, et derrière, voilà, derrière le nouvel élan haussier, zone d'objectif touchée, on voit qu'il y a des mèches hautes, attention à des prises de bénéfices potentielles, et suite à ces prises de bénéfices-là, on verra quelle est la force des acheteurs, est-ce qu'ils vont se présenter rapidement pour construire une figure intermédiaire et éventuellement relancer pour aller chercher notamment les zones de gap qui sont inscrites ici en rose. Pour moi, c'est du trading, même si Sanofi elle est un peu molle et c'est pas top à trader. Pour investisseurs, c'est toujours pareil, le bas ici de l'oblique, vous la connaissez cette oblique, elle est vieille, on l'a tracée depuis tellement longtemps, elle est là, donc éventuellement retour sur le bas de l'oblique pour plutôt les investisseurs. LVMH, parfaitement, là aussi, parfaite réalisation technique. Semaine dernière, c'est pas vieux, hein, vous reprenez la vidéo de la semaine dernière, vous reprenez exactement les propos. On avait dit quoi? On avait dit le support oblique. Alors certains m'ont dit, ouais, mais le support oblique que tu traces, il y a que 2 points, donc il n'est pas valable. Ben justement, c'est pour ça qu'on trace en amont, c'est parce qu'on pense que le marché va jouer le 3e point. Et c'est très exactement ce qui s'est passé, puisque regardez ici, 2e point, regardez un petit peu derrière l'analyse technique, la puissance de l'analyse technique, support oblique plus gap comblé. Regardez au point près, c'est là aussi toujours pareil, les gens qui critiquent l'analyse technique, évidemment, sont des gens qui ne la connaissent pas. Il suffit de faire un petit peu d'analyse technique pour s'en rendre compte de la pertinence. Alors, pas toujours, on est d'accord, hein, ça, bien sûr. C'est pas un outil miracle, mais c'est quand même super utile. Et là, regardez derrière, LVMH, c'est pas rien, en 3 jours, a rebondi de quand même 5% et demi. C'est LVMH, hein, c'est pas une crypto. Donc, pour autant, voilà, on a ce rebond-là. Pour autant, maintenant qu'on a dit ça, on est toujours dans le canal. Ce qu'il va falloir maintenant faire pour véritablement relancer la tendance de fond, la tendance haussière, toujours quand même d'LVMH de fond, c'est évidemment breaker ce canal et construire ma fameuse figure intermédiaire pour ensuite relancer. Si on a ça, les amis, il faudra y aller. Il ne faudra pas hésiter. Les traders les plus agressifs entrent ici, les traders swing trading entrent ici, et les gens qui font du FOMO, ben, ils rentrent là. Voilà, à vous de voir votre profil de trading. Investissement, pour moi, je le redis, pour moi, malgré tout, investissement, c'est pas des zones hyper intéressantes. Pour moi, une opportunité forte serait en revanche plus basse, c'est-à-dire les 546, voire ici les 400 euros. D'accord? Je ne change pas mon avis là-dessus. Pour moi, certes, j'imagine qu'on peut jouer ici une hausse supplémentaire, pourquoi pas revenir même aux alentours des 900, mais le ratio gain-risque pour un investisseur de long terme n'est pas extrêmement élevé. Donc j'attends un repli supplémentaire, malgré tout, sur LVMH. Malgré ce que tout le monde raconte. Alors c'est marrant parce que à 900 euros, tout le monde en voulait, tout le monde disait que ça allait à 8000, et aujourd'hui que nous sommes à 720, tout le monde dit que c'est une daube. Je suis toujours très surpris par la psychologie des êtres humains. D'ailleurs, on y viendra aussi avec Dassault Systèmes. Mais voilà, c'est une tendance haussière. Jusqu'à preuve du contraire, regardez le graphique. Si quelqu'un voit ici une tendance baissière de long terme, moi, il faut quand même qu'on m'explique. Donc, LVMH, pour un investisseur, c'est très bien. Simplement, il faut attendre des zones d'opportunité fortes. Et j'en viens au titre suivant, qui est Dassault Systèmes. Alors, Dassault Systèmes, c'est un titre extraordinaire. C'est un titre, voilà, un des plus beaux titres sur la cote.
Et c'est toujours la même chose. Il y a de ça à peine quelques semaines, lorsqu'on était à 50, tout le monde disait Dassault Systèmes c'est extraordinaire, etc., etc., etc. Ça va retrouver des nouveaux sommets sans problème. Et puis là qu'on a, alors souvenez-vous, hein, là aussi on avait fait l'analyse, je vous avais dit c'est pas le moment d'investir. On investira sur les deux zones éventuelles que sont les zones des 32 grosso modo et la zone des 20 et quelques. Et tout le monde disait, mais non, ça reviendra jamais à 30, etc., etc., etc. Et puis finalement, c'est bel et bien revenu à 30. Un petit peu plus haut encore, pas tout à fait. Mais voilà. Et c'est là où tout le monde nous dit, mais non, mais Dassault Systèmes, ça vaut plus rien, c'est désormais une tendance baissière, c'est un couteau qui tombe, il faut pas y aller, etc., etc. Alors, je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes investisseur, les couteaux qui tombent sur les belles valeurs, hein, attention, hein, sur les belles valeurs, sur les tendances haussières, etc., il faut les attraper. Bien sûr qu'il faut les attraper. Je ne parle pas pour un trader. Un trader, éventuellement, il faut attendre des constructions, etc., selon vos méthodes. Mais un investisseur, si vous achetez pas les baisses importantes, vous allez acheter quand? Vous allez acheter ici, là? Vous allez acheter aux alentours des 56? Vous allez acheter aux alentours des 48? Non. Vous déterminez des zones d'opportunité et vous investissez. Et moi, je me mouille, il n'y a pas de problème, je ne dis pas que c'est le point bas, certainement qu'on ira peut-être un petit peu plus bas, c'est la raison pour laquelle on prévoit un renfort supplémentaire, mais pour moi, Dassault Systèmes, aux alentours des 32 euros, si la valeur vous intéresse, si vous estimez que c'est une valeur qui va à un moment donné revenir dans les 2, 3, 4, 5 ans sur le devant de la scène, c'est une zone qu'il faut mettre à profit, avec un bon money management, en taillant bien la position, etc. Tout ce qu'on a dit dans la première partie de la vidéo, ça se retrouve ici. Et pour moi, oui, Dassault Systèmes, clairement, c'est une première zone. On arrive en tout cas sur une première zone qui est potentiellement intéressante. Voilà, la deuxième zone donc est ici. Donc on va voir trader. Bah, pour le moment, il se passe pas grand-chose. Petite réduction de la volatilité là, mais bon, c'est un peu léger. On peut déjà éventuellement tracer éventuellement voilà des biseaux descendants, etc. Donc nous verrons si on a voilà ce genre de choses, une belle réduction de la volatilité là pour ensuite repartir. Et à ce moment-là, ça peut être une opportunité que ce soit pour les traders ou que ce soit éventuellement pour les investisseurs. Voilà mon avis sur Dassault Systèmes. Essilor, donc on a quelques valeurs hein, quand même qui, voilà, on l'a vu, Stellantis, la semaine dernière, on a vu Dassault Systèmes ici, Téléperformance, etc. On a des valeurs qui reviennent sur des premières zones quand même, je trouve quand même, qui ont du sens pour un investisseur long terme. C'est pas le cas pour Essilor. Aujourd'hui, Essilor, pour moi, voilà, grosso modo, on en est là. Pour moi, c'est achat sur repli à proximité. On le voit ici du support oblique, hein, d'accord. Donc pour moi, c'est un peu tôt ici pour revenir à l'achat. Idéalement, cette zone ici, voilà, qui est une zone d'ailleurs qui avait fait tout ça, qui avait fait résistant. Donc, si on revient un petit peu plus sur cette zone, entre les 180 et les 189, ça peut être éventuellement intéressant. Prévoyez un renfort supplémentaire, peut-être sur cette zone-là, aux alentours des 160. Ok? Donc voilà un petit peu pour la partie investissement. Adosia qui a fait l'actualité également cette semaine, on en a beaucoup parlé. Alors moi j'ai tweeté la semaine dernière sur Adosia, tout le monde en parlait voilà, sur la zone en rouge. Hein, j'ai fait le tweet en indiquant que pour moi Adosia était dans un biseau descendant et que tant qu'on ne le cassait pas, toujours la même chose, tant qu'on ne cassait pas ici, qu'on ne construisait pas au-dessus et qu'on ne relançait pas, il y avait quelque part, c'était de la construction, d'accord? Et il y a beaucoup de gens qui ont commencé à parler beaucoup de la Adosia là, suite aux 3 jours de hausse où le titre a pris 30%, mais c'est de la volatilité, c'est tout. Et là, on revient sur une zone de résistance, l'AMM 200 jours, et derrière, pouf, on a évidemment, on voit que, bon, on en parle beaucoup sur Twitter, et derrière, évidemment, c'est vendu majoritairement. On vient quasiment, il y a un petit gap ici, donc on verra pour le comblement de ce petit gap là, on n'est plus très loin désormais. Pour moi, il n'y a plus rien à faire, on a cassé la figure, et de toute façon, alors il peut y avoir une news, hein, une bonne, j'espère, en tout cas pour ceux qui sont investis, qui nous reprojetterait éventuellement à l'intérieur de la figure, et à ce moment-là, voilà, et à ce moment-là, on reconstruirait, si vous voulez, on réintégrerait la figure, et ce serait un signal positif. Mais pour le moment, en tout cas, il n'y a pas grand-chose à faire pour moi, pour un swing trader. Et évidemment, sur les valeurs biotech, attention de bien connaître vos dossiers parce qu'on peut avoir de mauvaises surprises. Equasens, c'est l'ancien Pharmagest. Pareil, une valeur voilà, beaucoup décrite par les fondamentalistes comme une valeur de qualité, etc. etc.
Nous, vous le savez, on l'a analysé maintes fois sur le Equasense, on a dit on est dans une grande figure de long terme. Donc, bas de figure plutôt à l'achat, haute figure plutôt à la vente. Et souvenez-vous, on avait parlé voilà, de la zone de vente, on avait dit certainement que à l'entrée du gap ou à la fermeture, derrière, on aura de la vente. C'est très exactement ce qui s'est passé. Alors, on va m'expliquer que oui, mais il y a eu des annonces, etc., qui ont fait que c'est pas l'analyse technique. Ouais, mais bizarrement, ces analyses, ces news-là, elles ont lieu sur des points stratégiques techniques, ok? Donc derrière, c'est exactement ce qu'on a eu. On a eu de la vente, etc., toujours la même chose. Et là, moi, c'est là où tout le monde dit, ouais, finalement, Equasen, ça vaut pas le coup. Et moi, j'attends la zone, les deux zones que je vous projette depuis longtemps déjà, c'est-à-dire la zone des 39 à 42, puis la zone des 19 à 25. Ça, c'est pour, bien évidemment, les investisseurs, les traders, vous connaissez la méthode. On revient sur la zone, on attend la congestion, la construction, et ensuite, on prend position à la cassure de la congestion, ok? Que ce soit ici, ou éventuellement dupliquer, voilà, ou éventuellement que ce soit là. Bon, je sais pas pourquoi il me fait ça. Bon, c'est pas grave. Ok, donc voilà un petit peu pour Equasense. Veralia déçu pour Veralia. Alors on en avait parlé sur la tenue, voilà, souvenez-vous, on avait dit, voilà, c'était le scénario qu'on avait imaginé. Vous avez dit, tant qu'on tient la zone des 36, si on arrive à réduire la volatilité, breaker. Ensuite, on aura ce scénario-là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a réintégré la figure, on a même cassé le support oblique ici en bleu. On a fait le pullback. Derrière, vente, annonce, je crois, des résultats qui ont été quand même décevants. Et puis derrière, voilà. Alors après, pour du trading, éventuellement, là, il y a la mise en place d'une congestion. Pour les traders les plus agressifs, on verra si la congestion peut pas, à un moment donné, jouer du rebond pour aller combler ce gap ici, etc. On verra bien. NFL Biosense, donc pareil, NFL Biosense, il faut faire attention, il faut regarder l'analyse technique. C'est la même chose. Donc là, nous, on s'y était intéressé, je sais plus trop où c'était. Je crois que c'était par là ou par là, bref, qu'importe. Bon, c'est une valeur volatile, hein, bien évidemment, soumise aux news également. Le graphe est pas mal. Le graphe est pas mal. Pour autant, là, tant qu'on ne redépasse pas voilà, toute cette zone-là, vous voyez, je peux même la mettre en rouge. Attention, c'est plutôt de la vente. Il va falloir bien évidemment se débarrasser de cette zone-là, construire, et après, on aura, si le marché nous l'offre, on aura un super setup pour vouer un nouvel élan haussier. Ok, pour le moment, c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt de l'observation. Dassault Aviation, pareil, Dassault Aviation, j'en avais parlé sur ce graphique-là, pour celles et ceux qui s'en souviennent. Le graphique, c'est plutôt en hebdo ou même en mensuel, je crois qu'il était encore plus parlant. Voilà, c'était cette figure-là, et je vous avais montré, je vous avais dit, voilà, attention, toutes ces zones-là, ce sont des zones de vente. Dassault Aviation, ici, c'était une zone de vente. Et d'ailleurs, je m'étais fait un peu engueuler, parce que c'est une valeur qui est très suivie. Mais derrière, regardez, encore une fois, l'analyse technique, ben voilà, on le sait, les grosses zones d'opportunité sont plutôt sur les bas de figure, et les grandes zones de vente sont plutôt sur le haut de figure. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à la hausse, mais ça veut dire que c'est plutôt des zones où il faut se protéger, mettre des stops courts, ou du moins remonter les stops, etc. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, regardez un petit peu en mensuel, on est sur une première zone de support. Donc trader, éventuellement tenter quelque chose pour vouer du rebond si on a un setup qui s'offre à nous. Investisseur, pour moi, c'est un peu tôt. Je privilégierais plutôt un repli supplémentaire, peut-être dans cette zone un petit peu là, éventuellement la zone des 150. En journalier. Alors en journalier, il y a, oui, il y a une petite réduction de la volatilité qu'il faut surveiller pour les traders. Voilà, éventuellement, en cas de break ici, de l'oblique, voilà, peut-être éventuellement pour jouer du rebond technique, mais pour moi, pour investisseur, c'est encore un peu tôt pour revenir sur la valeur. AXA, alors là où c'est pas dire inquiétant, mais c'est surprenant. En tout cas, il y a beaucoup de valeurs de ce secteur-là qui sont, pour la plupart, voilà, dans des biseaux. Dans des biseaux ascendants qui ont cassé par le haut et qui ont réintégré. Donc pour le moment, les supports tiennent encore. Mais attention quand même sur ces valeurs-là, j'ai la sensation que on arrive un peu sur des bouts de figure. Alors on verra hein, s'il peut y avoir une exponentielle qui se déclenche. Mais quand même plutôt prudent sur ces valeurs-là, même si ce sont des belles valeurs, etc. Tout ce secteur-là,
voilà, je suis un petit peu plus quand même, un petit peu plus mesuré ces derniers temps. Voilà, vous avez également Coface qui est dans cette situation-là, vous avez voilà, des valeurs comme ça. Pour moi, il faut faire attention. Bon, malgré tout, hein, tant qu'on est au-dessus des 30 euros, hein, 29 euros même, il n'y a rien à dire, hein, c'est plutôt positif pour AXA, donc il ne faut pas non plus anticiper des baisses. Voilà, il n'y a pas vraiment de setup, c'est pas facile à trader AXA, mais investisseur en tout cas, pas avant un retour aux alentours des 30 euros. Morel Prom. Donc Morel Prom, là c'est un petit peu toujours le même graphique. Investisseur. Ah, je vais me mettre en. Est-ce qu'en hebdo je l'ai bien tracé? Ouais. Donc pour moi on est dans un canal haussier qui est plutôt assez propre. Hop, je vais le mettre ici. C'est toujours plus. Pensez hein, sur vos graphiques, n'hésitez pas à mettre des couleurs. Je ne sais pas si vous êtes comme moi et que vous avez besoin de. Enfin, moi j'ai besoin de couleurs pour que ce soit. Pour que la réalité, si vous voulez des graphiques, me saute un petit peu plus haut, un petit peu plus aux yeux. Donc n'hésitez pas à mettre des couleurs, voilà. Et on voit mieux comme ça. Vous voyez? Pour un investisseur, à votre avis, je pose une question simple, hein. À votre avis, à quel moment il vaut mieux rentrer sur Morel Prom? Est-ce qu'il vaut mieux rentrer sur le haut de canal ou est-ce qu'il vaut mieux rentrer sur le bas de canal? Voilà. Et donc c'est ça que pour moi, un investisseur, pour moi la question que vous devez vous poser. Et donc là, voilà. Si éventuellement on arrive, ça ne veut pas dire que Morel Prom ne peut pas faire ça, mais ça c'est plutôt du trading. C'est-à-dire que vous avez un stop très court, par exemple, vous mettez une invalidation ici, vous visez un objectif, par exemple, de revenir ici, donc vous avez un bon ratio gain sur risque. Mais si vous êtes investisseur, donc sans stop, votre opportunité, vous l'aurez si et seulement si Morel Prom se replie pour vous, et là, éventuellement, vous aurez un super ratio gain-risque. D'accord? Donc voilà, là aussi, les profils, toujours pareil, faites attention de bien comprendre. Vous pouvez d'ailleurs faire les deux, hein. Moi, je fais souvent les deux d'ailleurs. Vous pouvez dire, ok, j'ai investi là maintenant, parce que ça m'intéresse. Trading, j'attends. Ou l'inverse, dire trading, ok, ça m'intéresse. Investissement, ça m'intéresse pas. Trading, ok, j'ai un setup sur Morel Prom. Est-ce qu'il y en a un d'ailleurs? Oui, voilà, par exemple, hein, on peut se dire, bah, un trader agressif, par exemple, il se dit, ah, bah, tiens, là, j'ai un petit signal d'achat sur Morel Prom. Je vais viser tel objectif et éventuellement tel objectif. Je vais mettre un stop, par exemple, voilà, sous le dernier creux. Donc, vous voyez, je vais rentrer par exemple à la cassure ici. Je vais avoir un stop à 4%. Je vais viser 7, puis 13%. Donc, trading, ok. Mais investissement, ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, là aussi, faites attention de bien cadrer vos investissements et de bien savoir dans quelle unité de temps vous travaillez et surtout dans quel horizon de temps vous vous inscrivez. Ok, Elior. Donc Elior, alors Elior, je pense que c'est une valeur qui a du potentiel pour rebondir. C'est une valeur qui pour moi est une valeur, voilà, en hebdo on le voit mieux, voilà. C'est une valeur qui pour moi potentiellement est en rebond. Vous le voyez avec cette moyenne mobile ici à 200 mois qui est en train, on dirait, à suivre pour les mois à venir de s'aplatir. D'accord? On le voit, pour le moment ça a bloqué ici, parfaitement bien. Mais je pense que c'est une valeur qui a encore du potentiel. Et je dirais même que c'est une valeur qui est au début, pour moi, du potentiel. Okay, donc on s'inscrit un petit peu dans cette figure-là. Alors, je vais tracer correctement. Allez, je la cadre parce que je sens qu'on va la suivre, Elior. Donc, je sais que c'est une valeur en plus qui est appréciée. Donc, je sens qu'on va la suivre. Autant bien cadrer les choses tout de suite. Vous voyez, on fait le boulot, comme ça c'est fait. Et comme ça, on la suivra. Parce que c'est une valeur, moi aussi, qui m'intéresse, pour tout vous dire. Et donc, autant cadrer tout de suite bien. Alors, effectivement, là, cette zone-là, c'est une zone qui est intéressante. D'accord? Pour de l'investissement. Tant qu'on tient d'ailleurs le support oblique, pour moi, c'est assez intéressant. Bon, vous avez compris, je retracerai, c'est pas très grave. Ce qui m'intéresse là, du court terme, c'est la réduction de volatilité, réduction également des volumes. Ok, ça m'intéresse. Donc éventuellement, on verra selon la clôture de la bougie où est la moyenne mobile à 10 jours.
parfait. La moyenne mobile du jour, regardez, elle a été cassée. On fait le pullback, donc c'est parfait. Si éventuellement on arrive à breaker ici les 2,97 €, on pourrait éventuellement placer un stop très agressif en mode trading ici pour éventuellement aller chercher dans un premier temps cette zone-là et éventuellement les plus hauts ici. Donc pour moi, c'est pas mal. On peut éventuellement tenter un achat sur le titre. On verra en fonction de la clôture, puisque vous le savez, au moment où j'enregistre cette vidéo, il est 11h30. Hein, donc voilà. Donc on va la suivre de très près. Elior, SMCP, je suis évidemment très heureux parce que le setup, vous l'avez vu. Je sais qu'il y a pas mal de messages sur Twitter qui m'ont été remontés sur le setup. Donc je suis très heureux, hein, évidemment, hein, lorsqu'on me montre un setup que je vous propose tout le temps et que le setup est pris et que ça fonctionne. Évidemment, je vous rassure, je suis le plus heureux. Donc SMCP, on en a parlé la semaine dernière. On avait dit ce qu'on cherchait, vous l'avez vu sur le dessin précédent, c'était le break, la congestion et derrière la relance. On a tout eu. On a même eu, regardez, vous l'avez vu, le double top. On a eu, évidemment, vous l'avez vu, hop, voilà, la très forte baisse des volumes. Donc il y a tout, hein, pour le moment, il y a tout. Donc ceux qui ont pris la cassure, parfait. Le stop, il se plaçait aux alentours des 1,93. Possibilité de faire déjà une petite prise de bénéfice ou de remonter le stop sous les 2 € grosso modo. Voilà, il y a du potentiel de rebond. Attention, c'est une tendance baissière, donc il ne faudra pas hésiter. Là aussi, c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à prendre une partie de vos bénéfices rapidement. Mais voilà, en tout cas, c'est très cool qu'il y ait un bon nombre de personnes qui aient vu le setup et qui l'aient appliqué. Et ce qui est cool aussi, c'est quand ça marche, parce que du coup, ça donne confiance aux personnes qui appliquent. Donc, vraiment ravi, voilà, ce que je vous propose tous les week-ends, tous les vendredis, soit appliqué après de votre côté. On passe donc à Safran. Donc là aussi, hein, juste pour SMCP, hein, tant qu'on tient, regardez là aussi, hein, le même setup que Elior. Hein, strictement, vous le savez, vous avez l'habitude. Cassure de la M10, derrière la repasse verte, pullback, congestion, et on repart à la hausse, double top, bref. Il y avait absolument tout, ce qu'on ne voit pas dans les livres, mais ce qu'on voit dans les vidéos du vendredi. Safran, ensuite, Safran, donc intéressante, Safran, malgré tout, vous le savez, alors moi c'est une valeur que j'adore, donc je suis d'autant plus à l'aise avec elle, mais là aussi, c'est toujours la même chose, vous le savez, vous savez ce que j'en pense, est-ce que c'est un moment, je vais le mettre en daily, c'est mieux, est-ce que c'est un moment où il faut investir sur Safran? Eh bien, bien évidemment que je ne crois pas, d'accord? Ça ne veut pas dire, et je sais de quoi je parle, que Safran est une mauvaise valeur. J'adore ce titre-là, c'est un de mes titres préférés. Mais pour moi, un investisseur, ben, clairement, il n'est pas ici sur des zones d'opportunité fortes. D'accord? Donc plutôt prudent investisseur, et bien évidemment, si et seulement si on revient à un moment donné, ça peut mettre du temps, hein, on revient à un moment donné sur le bas de canal, à ce moment-là, on pourra jouer éventuellement quelque chose pour les investisseurs. Trader, bon ben là, il faut zoomer, hein, il faut zoomer, on a le rebond, ouais, il y a une petite congestion, pourquoi pas, alors il faut regarder en unité de temps petite, mais il y a une petite congestion, pourquoi pas, si elle pète vers le haut, pour aller viser un objectif qui est par là. Et là, ça vaudra le coup, puisque vous aurez un stop court pour viser un objectif par là. Donc le ratio risque sera potentiellement intéressant. ITP, Interparfum, qui a beaucoup également souffert. Donc Interparfum, voilà, pour moi, donc, la zone, hein, principale, hein, pour moi, sur Interparfum, elle est là maintenant. Si vous avez investi par là, pour moi, ça avait du sens, hein, d'investir. Alors, c'était ici qu'on avait proposé les 40 €. Ça avait du sens pour moi d'investir sur le support oblique. Donc, selon peut-être que vous avez déjà vendu une partie ou pas, hein, il y avait quand même un rebond de 25%, bon, qu'importe. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que bon, si vous avez investi aux alentours des 40 € maintenant, il ne faut pas être pressé, il faut plutôt attendre la zone des 32-33 ici pour pouvoir revenir sur le titre. Je pense que cette zone, véritablement, sera une belle zone pour investir, vous le voyez, hein. C'était une zone de friction ici en 2019, zone de friction ici en 2021, zone de friction ici en 2022 et éventuellement ce sera une zone intéressante ici dans les prochaines semaines, les prochains mois, si on y va pour jouer derrière
peut-être une nouvelle tendance haussière de long terme. Ok. GTT, donc GTT évidemment là aussi on est sur une valeur de qualité, hein. Donc on avait vu là aussi investisseurs, il y avait deux zones, on a proposé deux zones dans l'ellipse, ici et ici, à proximité ensuite la valeur, la zone ultime à proximité du bas de canal. On a vu que la zone qu'on avait indiquée là, a fait parfaitement rebond. Ici, la zone des 117, derrière, voilà, si vous avez vu les vidéos précédentes, il y avait quand même un rebond de 13% à jouer. Voilà, si vous avez investi là, il n'y a rien à faire, il faut attendre éventuellement un autre repli à proximité. Trader, ça c'est pour les investisseurs. Trader, on n'a pas de setup pour moi assez clair. Je pense qu'il va falloir éventuellement attendre là aussi la mise en place d'une porte d'entrée pour pouvoir tenter de jouer toujours pareil la cassure. Ok. Alstom. Alstom, donc le graphique est assez propre sur Alstom. Puisque c'est un graphique voilà, qui est comme ça. Donc on avait le support oblique ici, qui a fait donc support, support, qui a été cassé, qui a fait résistance, recassé, resupport. Donc ça c'est positif. Ensuite on a construit ici, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, on a fait le pullback et on relance. On vient ici breaker, on a fait une espèce de d'asséance, épaule, tête, épaule inversée, ce que vous voulez, on s'en fiche. Épaule, tête et épaule inversée. On break. Donc tant qu'on tient la zone pour moi des 16,50 €, 16,60 €, c'est positif sur Alstom. Il va falloir bien construire, bien congestionner, bien réduire tranquillement les volumes pour ensuite éventuellement relancer. Qu'est-ce qu'on visera? On visera le top ici aux alentours des 19,74 €. Et si ça passe, alors on visera le comblement du gap qui sera ici. Voilà, ça correspond à l'entrée de gap et à la clôture du gap aux alentours des 21 €, 21,40 €. Ok. Ruby, grosse zone. Donc voilà, pour moi, un investisseur, c'était la zone. On l'avait indiqué aussi. Vous allez mieux le voir en hebdomadaire. Voilà, en hebdo, la zone, elle était assez claire. Elle était là. Voilà, on la voit. La deuxième zone, éventuellement, c'est la zone ici. D'accord. Donc 20 € première zone et 26-27 € la deuxième. On le voit mieux si on zoome en unité de temps journalière. Vous le voyez ici avec résistance, 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 cassé, pullback, support. Là derrière, ça ressemble un peu au graphe de GTT, pardon. Non, de Alstom, excusez-moi, où on a eu cette construction, on a breaké, pullback, et derrière on tente la relance. Donc pour moi c'est plutôt pas mal, et il faut la suivre, Ruby, dans les prochaines séances. Valourec, statu quo, on fait le suivi parce que je sais que vous la suivez et moi aussi. Statu quo, donc on ajuste, donc souvenez-vous, on avait dit pullback sur la zone ici, vous la connaissez cette zone, on fait le suivi jour en mois pour les nouveaux, hein, je sais qu'il y a de plus en plus de nouveaux, donc merci d'ailleurs de me rejoindre, de nous rejoindre. Revoyez les vidéos précédentes, ça permet de faire le suivi. Ouais, qu'on la suit, donc je ne vais pas répéter tout ce que je dis, j'accélère. Pullback, une fois que la zone est touchée, on attend la mise en place de la congestion. La construction de figure, on ne sait jamais à quoi elle va ressembler en avance, très difficile. Parfois on vise juste, mais parfois on ne vise pas juste. Donc, pour le moment, on est en train d'affiner, effectivement. Et cette construction, elle ressemble plutôt à ça, d'accord? Donc si on a une belle réduction de la volatilité, on prend la cassure pour viser ensuite les objectifs en suivant, qui sont les objectifs des 17 € et des 18 €. Voilà le signal technique qu'on attend. Le signal technique, ce sera la cassure de cette figure par l'eau. Ok. C'est un titre qui m'intéresse. ArcelorMittal a pris une participation de, je crois que c'est 1 milliard ou 3 milliards, je ne sais plus. Bon, qu'importe. Il y aura également ce qu'il faut beaucoup surveiller sur cette valeur-là. C'est une valeur qui est très shortée, donc il va falloir surveiller également éventuellement des rachats de short. Si vous voyez des déclarations auprès de l'AMF de rachat de short, il faudra, à mon sens, la surveiller, la suivre et y aller. Ok. Bamgroeg, je fais rapidement, c'est une de mes valeurs préférées, vous le savez.
C'est pas la bonne. Bam Grouep, c'est une de mes valeurs préférées. Donc, côté Amsterdam, on le suivait AQ.O qui était ici. On avait dit le break. Maintenant, qu'est-ce qu'on va attendre pour, bon, ceux qui ont pris le break, parfait. Ceux qui l'ont pas pris, éventuellement, si on a l'opportunité d'avoir un pullback, la mise en place de la congestion pour jouer la relance. Voilà. Si on n'a pas ça, c'est un petit peu trop tard. La zone d'objectif, elle est là. C'est cette zone-là qui est une zone qui avait fait résistance, 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 résistance. Ok, donc très positif pour moi sur Bambouin. Kering. Kering, on est typiquement dans la construction qu'on disait. Donc là aussi, on avait dit le break, c'est pour du trading, hein, le break de l'oblique. Investisseurs, pour moi, la première zone, elle a été touchée. Les investisseurs, ils sont rentrés une première position aux alentours des 340. La deuxième position, elle est à proximité du support oblique, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver par là aux alentours des 280. Donc ça, c'est pour les investisseurs. Trader donc, appuie sur l'oblique. Donc c'est exactement là aussi ce qu'on avait tracé. Donc on ne sait pas, toujours pareil, on ne sait jamais la figure. Je trace toujours des premières figures histoire d'eux. Mais voilà, on a désormais cette figure qui est en train de se tracer. On va voir et il va nous falloir désormais une réduction de la volatilité. Ce qu'on veut, c'est la réduction de la volatilité pour prendre position pour Kering. Qu'est-ce qu'on visera pour Kering? On visera l'entrée de gap et éventuellement on visera la clôture du gap qui est ici. D'accord? Voilà, et Technip Énergie qu'on suivait également sur le support oblique, et vous avez vu encore une fois que l'analyse technique, elle a été vraiment parfaite, support oblique, support oblique, support oblique, support oblique, et on avait dit quoi? On avait dit derrière la cassure, le pullback et la relance pour venir chercher la résistance oblique. Voilà. Très exactement ce qui s'est passé. Je veux dire, là, il n'y a pas, y a pas d'arnaque, entre guillemets. Vous reprenez les vidéos, c'est très exactement ce qu'on s'était dit. On avait dit également que pour un investisseur, voilà, c'était plus pour un trader, parce qu'investisseur, les zones, elles étaient un petit peu plus basses. Donc, il n'y a pas eu, pour moi, sur Technip Énergie, une opportunité forte pour un investisseur. Pour un trader, il y a eu tout ce qu'on voulait, la cassure, le pullback, la relance. Voilà. Maintenant, trader ou investisseur, là-dedans, on fait quand même extrêmement attention parce que par le passé, nous l'avons également noté, par le passé, cette zone-là a été une zone potentiellement de vente. Donc après, si éventuellement, c'est sûr, ça casse, qu'on construit au-dessus, super, mais en attendant, on est quand même plutôt vigilant à un petit moment de faiblesse. On part aux États-Unis avec PayPal, qui je dois dire, bon, vous le savez, hein, moi j'aime beaucoup cette action, mais je dois dire qu'elle est décevante. On était là-dessus, donc bon, tout n'est pas perdu, hein, on est toujours sur un aplatissement de la moyenne mobile à 200 jours, etc. Mais je dois bien avouer que ça devient pénible. Le support oblique a été cassé, mais voilà, on voit que ça patine ici, puisque le support oblique a été cassé. On est revenu sur la résistance oblique ici en rouge. On espérait ce scénario-là, voilà, c'est là aussi, il faut faire des scénarios, mais s'ils ne sont pas suivis, il faut laisser tomber. On espérait ce scénario-là avec un rebond, plus congestion, plus cassure, tout ça, scénario mis à la poubelle. C'est aussi là qu'il faut faire preuve d'humilité et regarder ce que veut le marché et pas ce que nous on veut. Nous, on se projette et si le marché nous valide notre scénario, nous y allons. Pour le moment, voilà, c'est un marché de traders sur PayPal. Il va falloir redépasser dans un premier temps les 61 $, revenir à hauteur des 65, se remettre dans la figure, etc., etc., etc. Donc on peut toujours évidemment ajuster, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On peut ajuster, se dire que finalement le graphique, eh bien, est un petit peu, la figure est un petit peu plus large, pourquoi pas après tout, mais voilà, pour le moment, je pense que c'est un peu tôt pour revenir sur PayPal. On va quand même la suivre, bien évidemment, puisque vous le savez, je pense qu'elle a un potentiel. Celsius, donc on avait indiqué là aussi que là où c'était intéressant, on l'avait vu il y a 15 jours, je crois, là où c'était intéressant, c'était la zone ici en bleu, première zone qui a été touchée. Pour moi, investisseur, la zone des 51-52, c'est une belle zone. La seconde pour les investisseurs, c'est la zone des 35 $. Maintenant, pour un trader, pas eu vraiment de setup. Alors certains prendront le marteau comme un setup, moi pas, je préfère toujours pareil la réduction de volatilité. Donc ce que j'espère, c'est que nous allons avoir là aussi la mise en place d'une congestion pour pouvoir relancer là-dedans. Si on a ça au niveau de Celsius, à ce moment-là, ce sera très intéressant. Dire et compagnie, dédicace à mon ami Laurent. Dire et compagnie, alors je ne vais pas lui faire plaisir, mais je trouve qu'on est un peu sur une phase d'accumulation.
AQ.O. Donc attention, nous pourrions avoir, je pense, alors pour une opportunité, hein, je dirais que c'est cette zone ici. Voilà, une opportunité plutôt dans la zone ici. Et si ça lâche, bon, on verra si ça lâche une opportunité là. Donc pour moi, investisseurs, ce sont plutôt donc les zones de 282 et 169 qui peuvent être des opportunités fortes. Trader, bon, pour jouer du rebond technique, éventuellement, on est sur une première zone, voilà, de double appui. Pourquoi pas d'ailleurs, elle a rebondi. Ouais, elle a rebondi. Voilà, pourquoi pas. Mais vous voyez, il n'y a pas des ratios gain-risque extraordinaires, sauf si nous sommes sur des unités courtes. Alibaba, donc moi je suis toujours investi hein, sur Alibaba. J'ai pris, vous le savez, hein, j'ai pris une première position, je vous l'avais dit, aux alentours des 80. Donc on y est à peu près là où j'ai investi. J'avais pris tout simplement le pullback. Alors je sais plus si c'est celui-là ou celui-là, qu'importe. Ici, donc bon, je suis à peu près à mon pru. Pour moi, ça construit toujours très très bien hein, sur Alibaba. C'est pas gagné, mais ça construit toujours très bien. Je suis positif. J'ai un renfort possible si on revient sur les 60. J'espère qu'on n'ira pas. Mais voilà, les objectifs, vous les connaissez, ils sont là en suivant. Je pense que c'est une valeur qui a du potentiel. C'est une tendance baissière, mais là aussi, je trouve que lorsqu'on regarde notamment le graphique hebdo, voilà, je trouve qu'on a une réduction de la volatilité, on a une construction moyen long terme qui est en train de s'opérer. Ça peut mettre du temps, hein, ça peut mettre des mois et des mois. Mais là-dessus, c'est sur mon portefeuille US que je reconstruis d'ailleurs petit à petit, parce qu'il y a des valeurs qui reviennent sur des niveaux intéressants et long terme, et donc Alibaba en fait partie. Eli Lilly, magnifique valeur. Hein. Eli Lilly, bien sûr, elle est là, magnifique valeur, mais voilà, j'ai envie de vous dire, évidemment, très positif, hein, ce qu'on voit, c'est hyper positif, mais est-ce que, à votre avis, c'est le moment, question simple, hein, est-ce que c'est le moment d'investir sur les Eli Lilly là? Très sincèrement, je ne pense pas. Attendez un repli qui peut avoir lieu là, qui peut avoir lieu là, d'accord? Mais pour moi, vous allez, si vous investissez là, vous avez de grandes chances d'être dans les prochains mois dans un mouvement correctif plus ou moins important, avec au mieux une ligne qui va zigzaguer et au pire avec une ligne qui va retracer. Parce que là, ça paraît pas impressionnant, mais si vous investissez là et qu'il y a un repli, vous allez avoir quand même un repli de 20%. Donc 20%, ça fait quand même extrêmement mal et surtout, ça peut durer des semaines, voire des mois, voire des années. Donc plutôt pour moi, sur un investissement plutôt prudent. Après, trading, hein, voilà, trading, il faut suivre des setups. Vous voyez, lorsqu'on a des cassures, etc., pourquoi pas. Mais là, il n'y a pas voilà, des cassures ici de double top avec des pullbacks. Voilà. Des petits mouvements court terme, oui. Mais toujours est-il que pour du long terme, je serai plutôt extrêmement prudent. Et enfin, le titre à suivre, je vais faire plaisir à ma communauté, la communauté plutôt belge, que j'adore, que j'apprécie énormément, c'est ACFA. Donc ACFA, pour moi, est... Hop, je vais vous la mettre... Alors, je nettoie un peu mon graphe, voilà. Je vais vous la mettre en... Voilà, sur une unité de temps un peu plus longue, ACFA, qui est pour moi un titre à suivre. Donc c'est une tendance baissière, mais regardez un petit peu, on est sur un niveau clé, niveau de 2009, 2012 et aujourd'hui. Donc là, pour moi, ce qui est intéressant au niveau de ce titre-là, alors c'est pas des fondamentaux de dingue, hein, ACFA, mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on a véritablement la construction d'une figure et on a un ralentissement également, une faiblesse des volumes. Donc c'est un titre à suivre, notamment à suivre, voilà, si on arrive à breaker, repasser au-dessus, voilà, au-dessus des 1,23€, etc. Et notamment repasser au-dessus, voilà, au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours et éventuellement construire pour espérer une nouvelle tendance haussière. Il n'y a pas énormément d'opportunités actuellement sur le marché, bien évidemment. Mais clairement, ça peut en faire partie. Alors pour répondre à la question qui a été posée, hein, c'est comment protéger son PEA éventuellement voilà, d'une crise assez importante et d'une baisse potentielle des marchés dans les semaines et les mois à venir. Bah, je pense que, encore une fois, hein, j'ai répondu partiellement en tout cas en introduction de vidéo, je pense qu'il faut aller chercher des valeurs, alors peut-être pas comme ACFA, mais en tout cas des valeurs qui sont un petit peu à la cave, un petit peu oubliées par le marché, qui ont malgré tout des fondamentaux solides, qui vont, elles, profiter notamment du rebond
du rebond des mid and small, notamment, potentiel, de la baisse des taux, pourquoi pas aller chercher quelques valeurs foncières qui peuvent elles aussi jouer du rebond. Et à contrario, paradoxalement, je serais plutôt prudent sur toutes les valeurs, les grosses tech, de croissance, etc. Je dis pas qu'elles vont chuter, attention, je dis pas que ça va baisser énormément, je dis simplement que je pense que la performance sur ces valeurs-là dans les prochains mois ne sera pas aussi extraordinaire, et elle a été extraordinaire que ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Donc voilà un petit peu, moi, mon conseil, entre guillemets, c'est véritablement essayer de regarder graphique par graphique, aller sur les nouvelles tendances qui vont démarrer certainement voilà, à partir des semaines prochaines, voire des prochains mois, voire la rentrée, il va y avoir des nouvelles tendances, vous allez avoir certainement des rotations qui vont s'exercer, mais pourquoi pas le retour de la Chine, pourquoi pas le retour des pays émergents aussi, voilà, tout ça il va falloir le surveiller, évidemment tous les vendredis, hein, on fera le point, je ne vais pas vous laisser seul. Et je pense que véritablement c'est là qu'il va falloir aller. En tout cas, merci comme d'habitude 1000 fois pour vos messages extrêmement bienveillants. Merci pour le suivi que vous faites. Encore une fois, l'émission a battu beaucoup de records. Merci pour les commentaires que vous laissez, qui sont extrêmement pertinents pour la plupart et surtout extrêmement gentils. Et bien évidemment, on se retrouve le week-end prochain avec une nouvelle vidéo et on fera le point sur des dossiers qu'on suit. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vos proches et encore une fois, je vous souhaite un excellent week-end. À plus, ciao ciao.